avec qui il était en classe au lycée Carnot, et puis qu'il a accompagné à Sciences Po, à l'ENA, et puis qu'il a suivi dans le cabinet ministériel, puisqu'il a été directeur du cabinet successivement de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, Jacques Chirac, en tant que ministre de l'Agriculture, ça devait être... Oui, et alors, sous Georges Pompidou. Sous Georges Pompidou, absolument. Et Valéry Giscard d'Estaing était ministre des Finances successivement du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Et à ce moment-là, il a beaucoup chassé à l'Est, il a chassé en Union soviétique, il a chassé en Pologne, il a chassé en Tchécoslovaquie, si je me rappelle bien aussi. Et alors, il était dans le meilleur terme avec des gens qui le recevaient somptueusement à l'époque. Et il passait aux yeux des soviétiques, pour des raisons que je ne veux pas savoir, je ne me mêle pas de la vie privée des gens, mais pour être un ami qui accepterait tout ce qu'on lui demanderait. Et ça s'est apparemment vérifié quand il est devenu au pouvoir en tant que président. Le petit télégraphiste de Brejnev à Venise auprès de ses amis européens, et quand il a été à Varsovie pour briser la quarantaine infligée à Leonid Ilyich Brejnev pour son agression contre l'Afghanistan. Sa main mise sur l'Afghanistan. En 79. Si tant est qu'on puisse mettre la main sur l'Afghanistan, qui est toujours aussi insaisissable. Alors, tout ceci, Bernard, nous éloigne sans nous éloigner de la récente élection présidentielle. Mais vous avez déjà largement retracé la carrière totalement néfaste de M. Jacques Chirac, et néfaste notamment à notre pays. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, ils pourront lire le très bel article que vous avez fait sur son calamiteux bilan et la suite, évidemment, des événements, mais qui est toujours commandé par les mêmes règles que celles que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire... Le président a dit dans ses adieux aux Français, qui était une véritable déclaration d'amour à la France, un peu tardive, mais il a dit que la mission qu'il s'était assignée, il l'avait conduite jusqu'au bout en dépit de la critique, et apparemment cette mission il la continuerait. Alors, sauf qu'il peut. Alors, cette mission qu'il s'était assignée, à mon avis, il ne se l'est pas assignée tout seul. Oui. Bon, je crois savoir et je crois pouvoir expliquer de quelle mission il s'agit, c'est tout. Oui. Alors, pour ceux qui voudraient lire plus d'informations à propos du calamiteux bilan de M. Chirac et de ses intentions futures, ils peuvent s'adresser à Mondévy, 14 rue Edmond-Valentin, Paris 7e, et pour ceux qui ne connaîtraient pas notre publication, ils peuvent nous adresser quelques timbres et nous leur enverrons volontiers un exemplaire dans lequel on lira votre prose, mon cher Bernard. Alors, nous allons venir sur Jacques Chirac, nous allons venir sur votre passé, nous allons venir sur Émilien Amaury, sur la formidable histoire du Parisien libéré. Mais auparavant, quel commentaire pourriez-vous faire, Bernard, sur les actuels deux candidats pour le deuxième tour, sachant que nous ne sommes pas, si je vous ai bien compris, totalement débarrassés de Jacques Chirac? Nous n'en sommes pas totalement débarrassés en ce qu'il a savonné laborieusement la pente sur laquelle nous glissons et qui est celle d'une dette dont il s'est défendu de contrarier la dérive. La dérive, parce que véritablement il s'est refusé à toute réforme sérieuse. Et il s'est efforcé de faire en sorte qu'il ne soit pas possible à ses successeurs d'en faire. Il a notamment fait adopter par le Parlement une loi qui a été votée par ses députés de la majorité UMP, et une loi qui veut que le Parlement ne puisse légiférer en matière économique et sociale que sur la base des travaux des syndicats ouvriers, des syndicats. Des syndicats en général. Et sur la base de leurs travaux et sous leur contrôle, en liaison avec eux, en accord avec eux. C'est donc donner un pouvoir législatif à des syndicats dont je rappelle qu'en ce qui concerne les syndicats de salariés, ils représentent 7% des salariés et 1% du privé. Oui. Alors c'est-à-dire qu'ils ne représentent vraiment personne.
Alors qu'ils occupent toutes sortes de niches dans notre complexe administration sociale. 500 millions d'euros de subventions par an à peu près. C'est beaucoup plus grave parce qu'il y a le problème relancé par Philippe Séguin en tant que président de la Cour des comptes. Opportunément relancé à l'occasion de la campagne et qui rappelle qu'un demi-milliard, qu'est-ce que je dis, non, 500 millions, je disais. Un demi-milliard d'euros, grosso modo, est affecté à subventionner les syndicats, oui. À subventionner le CCAS, c'est-à-dire le Conseil central d'action sociale, ou comité social d'action sociale. Mais c'est comité ou conseil? Autant que je me souvienne, c'est comité. Comité central d'action sociale. Alors bref, cette affaire est un des gruyères dont je parlais, mais cette affaire fait vivre l'ensemble de l'appareil communiste depuis 1945, parce que cette largesse remonte à l'entrée des communistes au pouvoir dans le gouvernement provisoire, et cette largesse revient à attribuer à ce comité central d'action sociale, caisse centrale d'action sociale, à la caisse centrale d'action sociale, 1% du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires de l'EDF. Non pas des bénéfices de l'EDF, mais du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tous les clients de l'EDF voient leur note aggravée de 1% pour permettre à l'ensemble des organisations communistes de vivre. Moyennant quoi, comme ils n'ont pas plus de lecteurs qui n'ont des lecteurs, le pouvoir nourrit l'humanité toute l'année. En plus, c'est tout à fait un peu de ça. Donc, si je vous comprends bien, Bernard Cabane, au fond, Jacques Chirac, en partant, laisse un certain nombre de mines amorcées qui interdiront à son successeur de revenir dessus. Et je reviens sur le vote de cette loi. C'est quand même très caractéristique. Si j'ai bien compris, il s'agit donc d'une loi telle que aucune matière économique et sociale ne pourra être tranchée par les élus de la nation sans consultation préalable des syndicats, n'est-ce pas? Oui, et sur la base de leurs travaux. Ce qui est la négation même du parlementarisme. On peut aimer le parlementarisme ou ne pas l'aimer. Il y a une chose qu'il faut demander aussi, il y a une question à poser, c'est la Ve République est-elle parlementaire? Oui. Alors, depuis 1962, je crois que non. Parce que déjà, tel que la Constitution avait été rédigée par d'excellents esprits que j'ai bien connus, enfin j'en ai bien connu plusieurs. Mais, François Gogel, par exemple. François Gogel. Mais oui, mais bien d'autres. Enfin, l'ancien maire de Sceaux, comment s'appelait-il, qui était MRP aussi. J'oublie son nom, mais à mon âge, on oublie volontiers les noms de famille. Je vous rassure, ça m'arrive au mien aussi. Au mien aussi, j'oublie les noms de famille. Oui, c'est ça. Mais bien, je les ai quelque part, mais je me les rappelle toujours après coup. Bien, mais alors, bien des gens qui ont bien travaillé, Michel Debré aussi, et puis finalement, ils ont accouché d'une constitution qui était destinée à paralyser le Parlement. L'ordre du jour devait être défini par l'exécutif. Oui. Et puis, bref, le Parlement ne pouvait pas vraiment légiférer. Alors, à partir du moment où le pouvoir exécutif a été élu par l'ensemble des citoyens, en 62, on se demandait ce que le Parlement avait encore à faire. Et on en est toujours là. Oui.